Hop, et je partage l'écran. Du coup, comme d'habitude, je vais couper ma caméra. Vous voyez bien mon écran là? Mon écran pour l'instant Skype? Oui. Ok, parfait. Alors, tac. Je vais vous pousser dans un coin. Si j'y arrive. Voilà. Ah, mais c'est vrai que sinon je mets le rétroprojecteur. Non, c'est bon. Alors, du coup, donc, on va attaquer la conférence sur la créatinine. Le but étant de vous aider à utiliser le mieux possible vos petits appareils de mesure, les petits créatomètres que vous avez à domicile. Évidemment, c'est aussi valable pour tous ceux qui sont en clinique et qui vont doser de la créate, puisque dans cette petite conférence, on va parler bien sûr de la créatinine et de la mesure de la créatinine, mais on va aussi parler de l'interprétation des résultats. Donc, une fois que vous avez diagnostiqué une hypercréatinémie, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà un petit peu le plan de cette conférence. Alors, est-ce que mon bitonio, il marche? Non, pas pour l'instant. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes techniques à côté. Bon, tant pis. Alors, mon ordi est planté. Alors, ah, voilà, ça y est, c'est bon. Donc, pour rappel, parce qu'il y a des gens qui sont nouveaux dans l'équipe et il y aura peut-être aussi des vétérinaires de Vétoadom qui vont regarder la conférence, pour des raisons de propriété intellectuelle et de droit à l'image, je vous demande, bien sûr, je vous demande de ne pas diffuser ces conférences, parce que normalement, vous aurez accès donc, au replay et aussi au PDF. Donc, c'est vraiment destiné à votre usage personnel, s'il vous plaît. Alors, en introduction, donc le rein, c'est quand même un organe relativement utile qui sert à réguler le volume et la composition des fluides extracellulaires dans le corps via la formation de l'urine. C'est un organe très particulier qui est extrêmement à risque d'atteinte notamment ischémique et néphrotoxique pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il utilise une très grande proportion du débit cardiaque par rapport à son tout petit volume. Il a des besoins métaboliques très élevés et il a une capacité à concentrer les néphrotoxiques au niveau de ses tubules, ce qui le rend extrêmement sensible à tous ces produits. L'insuffisance rénale, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup, nous, en urgence. Le diagnostic, il n'est pas forcément facile, surtout à domicile, où vous êtes limité au niveau des examens complémentaires. La prise en charge, elle peut être un petit peu complexe parfois, et le pronostic vital, il peut être engagé. Et ça contre-indique aussi l'utilisation de certaines molécules qu'on utilise souvent. Donc, c'est un challenge pour l'urgentiste. Quelques petits rappels rapidement d'anatomie et de physio rénale, sans rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment extrêmement compliqué, la physio rénale. Donc, juste pour vous resituer, le rein, il est localisé dans la cavité rétropéritonéale, donc il n'est pas dans le péritoine. Je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche. Il y a vraiment un espace rétropéritonéal défini avec les reins qui sont à l'intérieur. Ils ne se baladent pas comme ça. Ils sont divisés en deux parties, les reins. Vous avez le cortex en périphérie et la médula à l'intérieur, avec une proportion cortex-médula qui est variable selon les espèces, puisque normalement, plus la médula est grande, plus la capacité de concentration des urines va être importante. Donc, par exemple, le chat a une médula plus grande que le chien. La séparation du cortex et de la médula se fait par le réseau des artères arquées, qui est juste donc ici. Et on va reparler du néphron, qui est vraiment l'unité fonctionnelle du rein et qui est le lieu de formation de l'urine. Donc généralement, quand on parle de perte de fonction rénale, on parle de perte en fait de fonctionnement d'une proportion de néphron. Dans le néphron, on va retrouver le corpuscule rénal, qui est composé donc du glomérule, qui est le système sanguin ici, et autour de la capsule de Bowman. Donc vous avez le sang qui arrive par l'artériole afférente, qui va passer au niveau du glomérule rénal et repartir par l'artériole efférente. Et ici, il va y avoir donc tout un système de filtration du sang qui permet la formation ensuite récupérée dans la capsule de Bowman de l'urine primitive. Ensuite, on va avoir un remaniement de cette urine primitive dans les tubules. Donc, il y en a 4 différents. Le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal et le tube collecteur, qui ont chacun donc leur particularité. On va retrouver 2 types de néphrons différents. On va avoir les néphrons corticaux qui ont une anse de Henle ici qui est courte. Et comme c'est dans cette partie-là que se concentrent les urines, eh bien c'est
des néphrons qui ne vont pas être capables de concentrer beaucoup les urines et ils sont situés en très grande majorité dans le cortex. Et vous avez les néphrons juxtamédulaires qui sont avec une anse de Henle ici beaucoup plus longue et qui vont pouvoir concentrer les urines, notamment grâce à un système de concentration au niveau des veines et artères qui s'appelle la vasa recta. Le rein, c'est un organe qui est très très bien perfusé. Alors, je ne vous ai pas remis toute la vascularisation du rein parce que ça va faire une conf en entier. Mais de ce fait, il reçoit un débit sanguin qui est extrêmement important, environ 1/5 du débit cardiaque chez l'homme. Pour autant, c'est absolument pas lié à ses besoins, on va dire, ses besoins métaboliques, puisque c'est un organe qui consomme par exemple peu d'oxygène. C'est vraiment lié à sa fonction d'épuration du plasma. Et qui permet donc de former les urines et ensuite de concentrer les urines au niveau des échanges tubulaires. Et c'est un organe, comme on a dit, qui est très sensible aux toxiques puisqu'il va concentrer, en même temps qu'il concentre l'urine, il va concentrer les toxiques. Il est, du fait qu'il est extrêmement bien vascularisé, très sensible à l'ischémie. Donc, à peu près 90% du débit sanguin que reçoit le rein arrive dans le cortex et seulement 10% dans la médulla. Et celle qui a les plus grands besoins métaboliques, et parce que celle qui fait le plus gros travail de réabsorption, etc. Donc, la médulla rénale est vraiment très sensible à l'ischémie. Pour ce qui est de la formation de l'urine, ça va se faire en 3 étapes dans le rein. On a d'abord la filtration et ensuite on va avoir tout ce qui est réabsorption et sécrétion qui sont des phénomènes actifs. Donc la filtration, elle se fait au niveau du glomérule. On a d'abord la formation de l'urine primitive qui est simplement un ultrafiltrat plasmatique. Donc en gros, ça comprend tous les éléments plasmatiques sauf les protéines de plus de 70 kDa qui, elles, ne vont pas passer à travers le filtre glomérulaire. Ça peut également dépendre un petit peu de la charge des molécules. Il y a certains trucs qui ne vont pas plus passer à cause de leur charge. Mais globalement, c'est vraiment la même composition entre plasma et urine primitive en dehors des protéines. Ensuite, donc, cette filtration, c'est vraiment un phénomène passif et ça dépend uniquement des pressions hydrostatiques et oncotiques qui vont se jouer au niveau du glomérule. Et ça va conditionner ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire. Donc, ça porte très bien son nom, hein, c'est le débit à laquelle le sang va être filtré. Pareil, on pourrait faire une conf entière là-dessus. C'est un élément très important dans l'évaluation de la fonction rénale chez l'homme, c'est un peu le gold standard, mais nous, on ne le fait pas parce que la mesure, c'est quand même assez compliqué. Une fois qu'on a eu la formation de cette urine primitive, il va y avoir des échanges au niveau des tubules, donc des phénomènes de réabsorption et de sécrétion pour former l'urine définitive qui va être plus ou moins concentrée en certains éléments. Je ne suis pas rentrée non plus dans les détails ici parce que c'est pareil, c'est super long et super compliqué. Mais en gros, quand tout fonctionne bien, le corps il s'arrange pour réabsorber et sécréter ce qu'il faut afin d'adapter le contenu de l'urine aux besoins physiologiques de l'animal. On va parler un petit peu du coup de la créatinine maintenant, puisque c'est quand même le sujet de notre conférence. Qu'est-ce que c'est que la créatinine? C'est le produit de déshydratation de la créatine et de la déphosphorylation de la phosphocréatine qui se situe dans les muscles. Lorsque un animal a une masse musculaire stable, la production journalière elle est constante au niveau de cette créatinine. Et forcément, vu que ça vient des muscles, eh bien, il y a une influence importante de la masse musculaire. La créatininémie a tendance à être plus basse chez les jeunes et chez les animaux amyotrophiés. Qu'est-ce qu'elle fait cette créatinine une fois qu'elle se retrouve, donc elle est sortie des muscles, elle a été déphosphorylée et déshydratée, elle est sécrétée dans le plasma et ensuite elle va être librement filtrée par le glomérule. Donc il n'y a vraiment aucune action et elle n'est pas réabsorbée, elle n'est pas sécrétée ou très 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 faiblement dans les tubules, mais c'est considéré comme négligeable. Donc c'est vraiment juste la concentration plasmatique se retrouve au niveau de l'urine. Alors, excusez-moi, petite pause, il y a Clémence qui n'arrive pas à avoir le Skype. Alors, je ne sais pas si elle est dedans. Où est-ce que je vois les personnes oui, qui sont dedans? Il y a aussi de chez nous, il y a Isabelle qui n'y arrive pas. Alors, je ne sais pas si Clémence elle est dedans.
Alors, partager. Je sais pas si je peux partager. Quelqu'un peut. Je sais pas qui c'est qui a parlé. C'est Julie qui a parlé. Si tu peux donner ce lien à la personne de Vétoidom qui n'arrive pas je vais essayer, à se connecter. Et par contre, pour Clémence. Attends, déjà. Ah, merci Pauline. Ok, Pauline a partagé le lien, donc j'espère qu'elle va pouvoir se connecter. Alors, on est parti. Voilà, donc la créatinine, donc elle est vraiment librement filtrée, non sécrétée, non réabsorbée. Et on estime quand même qu'il peut y avoir une augmentation artefactuelle de la créatinine dans les 12 heures postprandiales sur les repas carnés vraiment très riches en viande. Donc notamment, je ne sais pas si vous avez un animal qui est nourri au barf exclusivement ou des choses comme ça. Mais bon, l'impact n'est quand même pas très très bien connu. C'est le paramètre rénal le plus, il manque un S, le plus largement utilisé pour l'estimation du fonctionnement rénal pour plusieurs raisons, parce que c'est pas cher, c'est facile à mesurer, c'est relativement rapide, et on sait qu'on a un lien direct entre créatininémie et débit de filtration glomérulaire, mais malheureusement c'est un paramètre tardif, puisque comme on peut le voir sur ce petit schéma qui est ici, ici vous avez le débit de filtration glomérulaire qu'on veut normalement nous élever, hein, il est considéré comme normal ici, et quand il va baisser, vous voyez, il peut baisser vraiment beaucoup avant qu'on ait une augmentation de la créatinine qui soit significative. Il faut vraiment qu'il soit dans les chaussettes pour que là, on commence à avoir vraiment une augmentation de la créatininémie. Donc, c'est un paramètre qui est relativement tardif et qui va être également impacté, donc comme on l'a vu par exemple, par la masse musculaire. Il y a également des variabilités individuelles assez importantes, puisque même si on a des valeurs usuelles de créatininémie, et bien d'un individu à l'autre, ils n'ont pas les mêmes valeurs usuelles propres. Comment on va mesurer cette créatinine? Donc là, c'est axé vraiment pour le domicile. Donc, on utilise les petits créatmètres. Donc, nous, on a le Stat Sensor Express de chez Novabio. Je ne sais pas si à Vétoidom, vous avez les mêmes ou pas. Je sais pas si c'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Parfait. Donc, ça nous permet de mesurer la créatinine à domicile. C'est un acte qui est souvent indispensable en urgence. Et du coup, avec ces petits dispositifs, on a vraiment une méthode de mesure qui est facile et rapide. Il y a quand même des petits prérequis. Bon, alors, l'échantillon, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser du sang capillaire. Donc, ça, c'est quand même très pratique. Il faut des volumes qui sont microscopiques. Donc, une goutte, ça suffit. Mais ça marche aussi si vous avez prélevé, vous avez fait une vraie prise de sang, vous avez mis en tube épariné, il n'y a pas de problème aussi pour l'utiliser. Les résultats, ils sont rapides, ils sont donnés en milligrammes par décilitre. Et quelque chose qui est important, c'est qu'il y a quand même un intervalle de mesure qui est donné pour cet appareil. C'est-à-dire que si vous avez des valeurs en dessous ou au-dessus, on ne peut pas considérer que l'appareil mesure de manière fiable ces valeurs. Sachant que ça, on le reverra plus tard, hein, le tableau, c'est pour vous donner une idée un petit peu. Pour l'insuffisance rénale aiguë, c'est un peu différent pour la maladie rénale chronique. Mais en aigu, par exemple, à partir de 1,6, on considère qu'on est au-delà des valeurs usuelles. Donc, vous voyez, normalement, on est quand même, avec cet intervalle de mesure, on est large pour la plupart des cas. Les bandelettes sont à conserver au froid, donc ça, c'est une petite contrainte technique qu'il ne faut pas négliger, sinon on ne va pas forcément pouvoir considérer que les résultats sont interprétables. Et on est censé faire des procédures de contrôle avec des solutions de contrôle. Alors ça, pour ainsi dire, en voyant tout ça, je me suis rendu compte qu'à Lyon, je n'avais jamais vu la moindre solution de contrôle, et même, je n'ai pas réussi à en trouver sur Alcyon. Donc, il va falloir que je vois avec Alex comment on procède, parce que normalement, on est censé faire des contrôles. En fait, il y a 3 solutions de contrôle différentes. Une pour les valeurs basses, une pour les valeurs hautes et une pour les valeurs usuelles, ce qui permet vraiment de bien étalonner le petit appareil et d'avoir les mesures les plus fiables possibles. L'utilisation, je pense que vous l'avez tous déjà utilisé, hein, on insère la petite bandelette dans l'appareil, on prélève l'échantillon, on approche la bandelette de la goutte de sang et on laisse monter le sang jusqu'au signal sonore. On attend les résultats et après on retire la bandelette avec le petit machin là, qui permet d'éjecter la bandelette. Donc, c'est quand même assez facile d'utilisation, assez pratique pour le domicile.
Qu'en est-il de la fiabilité de la mesure? Parce que ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important à prendre en compte. Donc, j'ai fait un petit peu de biblio sur vraiment spécifiquement cet appareil-là. Donc, c'est très bien que ce soit la même chose avec Toadom. Donc là, j'ai trouvé un article de 2015 du Plus One, qui est un journal qui est quand même assez réputé et c'est un journal d'Humaine essentiellement, qui compare donc les mesures de créatinine entre ce petit appareil et un autre analyseur de Bioche qui considère comme un standard. Ils ont, au niveau de leurs résultats, alors c'est très très synthétisé, parce que je ne vais pas vous présenter tout l'article, ils ont globalement une bonne concordance des résultats, sauf pour les valeurs hautes, supérieures à 6,8 mg par décilitre, où ils ont tendance à avoir des sous-estimations des résultats au-delà de ces valeurs-là. Ils ont également une bonne répétabilité et une reproductibilité entre les différents appareils, qui est acceptable à bonne. Et la conclusion de leur appareil, c'est que de leur article, c'est que c'est un appareil qui est jugé suffisamment précis pour détecter les valeurs pathologiques avec un risque modéré d'erreur de classification par rapport à la sévérité de la maladie. En humaine, c'est un petit dispositif qui est utilisé pour, par exemple, les patients qui font de la chimiothérapie à la maison, des choses comme ça, pour de l'imagerie médicale avec des produits de contraste lorsque les bilans sanguins n'ont pas été faits avant. Eh bien, ils font ce genre de choses aussi au moment des examens. Et pour certains néphropathes chroniques, on va dire, qui se monitorent leur créatinine à domicile. Donc, c'est quand même largement utilisé en humaine. En médecine vétérinaire, on n'a pas beaucoup d'études. Il y a une étude récente qui est sortie là en 2022 dans le VetClim Pathol avec quand même dans les auteurs, je sais pas si ça parle, c'est quand même notre Bible, le Silverstein. Donc Madame Silverstein a participé à l'écriture de ce papier. Pareil, qui compare les résultats de mesure de la créatinine entre donc, notre petit appareil et un autre analyseur de Bioche. Eux, ils constatent de nombreuses erreurs de classification sur les stades iris. Donc ça, c'est pareil, on va revenir après, mais je pense que ça parle à tout le monde. Les stades iris pour les maladies rénales chroniques, ça existe aussi pour les insuffisances rénales aiguës. Surtout entre les stades 3 et 4, c'est-à-dire les stades les plus graves. Ils notent également une sous-estimation des valeurs hautes. Ah, excusez-moi, là, je n'ai pas mis la valeur ici. Il faudra que je la remette. Surtout lorsque c'est en dehors de l'intervalle de mesure de l'appareil. Mais bon, ça, évidemment, ça coule un petit peu de source. La conclusion de leur étude, c'est que c'est un appareil qui est jugé non acceptable pour une application clinique chez le chien, ce qui est quand même un petit peu embêtant. Cependant, si on décortique l'article, on lit cette phrase dans la discussion, qu'à des concentrations de créatinine normales et modérément élevées, le Stat Sensor Express s'est avéré fiable. Donc, on peut considérer potentiellement qu'en urgence pour nous, c'est intéressant quand même pour trier les patients azothémiques des patients non azothémiques. Maintenant, après, de là à classifier vraiment les patients qui sont en insuffisance rénale sur le degré de l'insuffisance rénale, etc., peut-être pas. Par contre, ça peut nous permettre de trier un patient avec une créate normale d'un autre patient avec une créate élevée. Il y avait un autre article chez le chat en 2017 du JFMS, qui a montré globalement les mêmes résultats que l'étude que je viens de vous présenter juste avant. Il y a quelqu'un qui parle. Je n'entends pas si c'est une question ou si c'est juste du bruit parasite. Et donc voilà, pareil, eux, ils ont jugé que c'était non acceptable pour une application clinique chez le chat à cause des biais sur les valeurs hautes. Donc une fois de plus, c'est relativement fiable au niveau des mesures pour les valeurs usuelles et les augmentations faibles. Donc attention à l'interprétation de vos résultats sur les valeurs hautes, il ne faudra pas conclure avec ça. On va parler un petit peu de l'insuffisance rénale aiguë maintenant, et d'abord quelques généralités sur les IRA. Donc la définition de l'insuffisance rénale aiguë, c'est une augmentation de la créatinémie au-delà des limites de l'intervalle de référence en l'absence de chronicité. Le problème, c'est que la créate, c'est un paramètre tardif et qui n'est pas très très bien corrélé au fonctionnement rénal. Donc en humaine, ils ont donné aussi d'autres définitions, notamment une augmentation, le paramètre tardif, c'est lorsqu'on a plus de 75% de la fonction rénale qui est perdue. Donc c'est vraiment énorme. Et donc en humaine, ils ont donné aussi comme définition une augmentation de plus de 0,3 mg par décilitre de la créatinémie de base du patient. Alors le problème, c'est que nous, quand on intervient chez quelqu'un, on ne connaît pas la créatinémie de base de son chien ou de son chat. Et lorsqu'on a également une augmentation de 25% de la créatinémie de base du patient. Donc ça va pour quand on a des suivis, mais sinon, c'est quasiment impossible à utiliser pour nous.
Lors d'une insuffisance rénale aiguë, on a un déclin rapide de la fonction rénale qui va être associé à la rétention des déchets urémiques, donc urée et créate, à une modification du statut hydrique du patient, parce que le rein ne fait plus son travail correctement de régulation du volume de l'urine produite, et on va avoir des désordres électrolytiques et acido-basiques à cause d'erreurs au niveau de la composition de l'urine. C'est difficile de classifier les IRA. Il y a un barème qui a été mis en place par la société donc Iris. Je pense que vraiment ça parle, à mon avis, à peu près à tout le monde, en fonction de la créate, des atteintes rénales préexistantes et de la diurèse. C'est une classification qui est assez peu utilisée en pratique. Voilà pourquoi. Elle est assez compliquée. Il y a beaucoup de paramètres. C'est un petit peu chiant. Alors attention de ne pas confondre cette classification-là avec la classification Iris des MRC, donc des maladies rénales chroniques, qui est par contre, elle, très, très utilisée en pratique. Là, on est vraiment sur de l'insuffisance rénale aiguë. Donc, en gros, voilà, par exemple, ça, on est dans les valeurs usuelles ici, mais en dessous, si pour X raisons, blablabla, enfin, on peut quand même considérer qu'il y a une insuffisance rénale. Bref, c'est un tableau qui est très chiant et qui n'est pas très facile à utiliser en pratique. En version simplifiée, on peut juste se dire, retenir ça. C'est que même si on est en dessous des valeurs usuelles, on peut avoir une IRA. Donc, si on a d'autres critères, l'animal fait plus pipi, l'animal a des lésions rénales, etc. Et ensuite, on va pouvoir juste grader la sévérité de l'IRA en fonction de la valeur. Donc, ça, c'est l'unité que vous avez à domicile. Nous, à la clinique, on a cette unité-là et on retrouve aussi beaucoup les micromoles par litre dans les articles notamment. Mais en tout cas, ça nous permet à peu près de grader la sévérité de l'IRA. Attention, comme on a dit, vous, avec vos petits créatemètres à domicile, dès que vous allez commencer à avoir des valeurs un petit peu importantes, ça va être compliqué de vraiment trancher, mais ça donne quand même une idée. Donc, on a dit attention aux unités de mesure, mais attention aussi aux intervalles de référence qui vont être donnés par l'automate. Ça, par exemple, c'est un bilan qu'on fait avec notre appareil IDEX chez nous. Ça, c'est vraiment un patient que j'ai repris. Donc, c'est aussi le genre de bilan que vous pouvez trouver dans le dossier de l'animal s'il a eu une prise de sang récente par son veto. Si on regarde ça, on regarde qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est noir. Urée-créate, pas de problème, tout va bien. Parce que notre automate nous donne comme valeur usuelle 8 à 24. Sauf qu'en fait, la vraie valeur haute, c'est 16. Et ce chat, il est à 19. Donc, si on regarde rapidement comme ça, on se dit, c'est bon, urée-créate, pas de problème, les reins, ça va bien. Et en fait, non. Cet animal, il est déjà en insuffisance rénale débutante. Donc, attention quand même aux intervalles de référence qui sont donnés pour la créate. Pensez bien, quand vous regardez un bilan que l'animal a eu précédemment, à vérifier qu'on est OK. Les étiologies des IRA, ça c'est important parce que si on a un animal qui est en IRA, il faut essayer de comprendre pourquoi rapidement, parce que si on n'arrive pas à traiter la cause, on va basculer sur des lésions rénales permanentes. On classifie les étiologies des IRA en fonction de leur origine anatomique. Donc c'est assez pratique. On va avoir tout ce qui concerne le pré-rénal ou les volumes responsifs azothémia. On va avoir tout ce qui concerne le rénal, donc là c'est vraiment le parenchyme rénal qui est touché, et le post-rénal, tout ce qui est après le parenchyme rénal. On commence avec les IRA d'origine pré-rénale. Donc là, c'est important, c'est une IRA qui est secondaire à une hypoperfusion d'un rein sain. Donc le parenchyme rénal, à ce stade, va bien. Ce n'est pas lui le problème, c'est vraiment une hypoperfusion au niveau du rein. On va avoir souvent une urée plus élevée que la créate, puisque on a associé à des phénomènes de déshydratation, etc. Et normalement, vu que le parenchyme rénal va bien, on va avoir une densité urinaire élevée. Et si on arrive à corriger cette hypoperfusion du rein, eh bien normalement, on va résoudre notre IRA, sauf si ça a évolué pendant trop longtemps, auquel cas, il y a des lésions rénales qui peuvent apparaître. Les principales causes d'IRA d'origine pré-rénale, c'est tout ce qui va conduire à une diminution de la perfusion rénale. Donc, notamment les plus importantes, déshydratation, hypovolémie, hypotension. Mais là-dedans, on va retrouver tout un tas de trucs qui, en fait, donnent ces choses-là, et notamment hypovolémie, hypotension. Tout ce qui va être, nous, ce qu'on voit en urgence notamment, tous les traumas, les états de choc, les coups de chaleur, ça, c'est vraiment important. Et également, on peut se retrouver sur des hypoperfusions médicamenteuses. Donc, typiquement, un animal un petit peu âgé qui a eu 15 jours d'AINS sans vérification de la fonction rénale avant, on peut avoir fini de lui flinguer les reins en diminuant médicamenteusement la perfusion rénale.
on va avoir tout ce qui est les IRA d'origine rénale. Donc là, c'est vraiment secondaire à une atteinte du parenchyme rénal. Et ça peut toucher n'importe quelle partie du rein, les glomérules, les tubules, l'interstitium ou les vaisseaux. Et ça peut également être secondaire à une atteinte pré- ou post-rénale prolongée. Donc là, il y a quand même beaucoup de causes qui peuvent donner des IRA d'origine rénale. Je vous ai mis en gras celles qui, à mon avis, sont les plus pertinentes à retenir. Bon, alors, donc tout ça, c'est ischémique. Ben, tout ce qui va diminuer une fois de plus la perfusion du rein. Donc, on va avoir du pré-rénal et du rénal. Là, on a des maladies rénales primaires. Donc, notamment, il faut penser à tout ce qui est infectieux, les pto- et pyélonéphrite en premier lieu. Les atteintes avec des médiations immunes, donc là, on est quand même sur des trucs un petit peu plus pointus et très difficiles à diagnostiquer, notamment pour nous en urgence. Bien penser aussi au lymphome rénal, notamment chez le chat et notamment lorsque vous avez des gros reins. Ensuite, on a des maladies avec des manifestations rénales qui vont être secondaires. Par exemple, on pense à la PIF chez le chat. Également, tout ce qui va être atteinte, on va dire, générale, donc les syndromes de réponse inflammatoire systémique, le CIRS, je ne sais pas si ça parle, mais on a déjà fait plusieurs confs sur les états de choc, etc., où on a parlé de ça. Et quand on va ensuite le stade d'après sur une défaillance multiorganique, on peut se retrouver avec des lésions rénales. Les pancréatites, notamment les pancréatites aiguës et sévères, peuvent donner des insuffisances rénales. Après, on a d'autres trucs un peu bizarres. Et on a tout ce qui va être d'origine toxique, notamment donc, dans les médicaments, il faut bien penser aux aminoglycosides, donc la gentamicine, et aux AINS. Après, on a des trucs un petit peu plus particuliers. Et au niveau des toxiques qui peuvent être ingérés par l'animal, toujours penser éthylène glycol, raisin chez le chien et lys chez le chat. Vous avez un petit tableau, si ça vous intéresse, des médicaments et autres agents néphrotoxiques, si vous avez envie de regarder ça plus précisément. Et enfin, on va avoir tout ce qui est les origines post-rénales. Donc là, c'est secondaire à une obstruction des voies urinaires. Donc ça peut être le bassinet, l'un ou deux uretères, la vessie ou l'urètre. Plus rarement, ça peut être également secondaire à une brèche des voies urinaires. Donc dans ce cas-là, on va avoir une diminution de la clairance rénale, puisque simplement, si c'est bouché ici, la pression urinaire qui est appliquée dans ce sens-là est plus importante, donc forcément, la filtration va diminuer. Et normalement, si on lève cette obstruction ou si on répare la brèche, eh bien, on va résoudre cette IRA d'origine post-rénale, sauf si ça a duré pendant trop longtemps. Une fois de plus, on peut se retrouver avec des lésions rénales. Donc là, les principales causes au niveau obstruction, ça va être toutes les obstructions urétrales. Donc là, par exemple, c'est un petit chien que j'avais eu qui avait des calculs absolument partout et qui était donc en globe, qu'on voit bien ici. Les obstructions urétérales, là, c'est plus fréquent quand même chez le chat. Donc là, c'est un petit chat qui avait des calculs au niveau des bassinets et qui en avait aussi dans les uretères. Et après, donc, on a les ruptures des voies urinaires. Alors, ça peut être secondaire à un trauma, un AVP notamment, ou iatrogène lorsqu'on fait une brèche en sondant. Un petit résumé ici des principales causes d'IRA chez le chien et le chat, mais bien sûr, c'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive. Alors, une fois qu'on suspecte ça, qu'est-ce qui se passe au niveau du rein? La physiopathe, je n'ai pas détaillé parce qu'elle est extrêmement compliquée, c'est très multifactoriel. C'est une association de malfaiteurs avec des causes ischémiques, inflammatoires, toxiques et septiques. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et puis, selon le problème de départ, la physiopathe, elle ne va pas du tout être la même. Donc, on ne va pas développer toutes les physiopathes. Mais ce qui est important à comprendre, par contre, c'est qu'il y a des phases, en fait, dans l'IRA, dans l'installation d'une IRA. Il y a d'abord une phase d'initiation où on va avoir des lésions qui sont à un niveau vraiment subcellulaire. Et généralement, à ce moment-là, il n'y a pas encore de répercussions ni cliniques ni biologiques. Donc, c'est une phase qu'on n'arrive même pas à détecter. Si on pouvait la détecter, eh bien, intervenir à ce stade, ça permettrait vraiment de limiter l'installation des lésions. Ensuite, on va avoir la phase d'extension où là, on a apparition d'anomalies cliniques et biologiques parce qu'on a une progression des lésions et on a une mort cellulaire. De nouveau, réussir à intervenir à ce stade, ça nous permet vraiment de limiter l'extension des lésions, mais on ne sait pas déjà quelle est l'étendue du problème et ce qu'on va réussir à récupérer. Ensuite, on a une phase de maintenance qui dure souvent 1 à 3 semaines. On va avoir simultanément la mort des cellules et la régénération des cellules. Donc, lorsqu'on arrive à agir à ce moment-là, le but, on ne va pas pouvoir empêcher ou réparer ce qui est mort. Par contre, on va pouvoir essayer de faire basculer la balance en faveur d'une régénération.
Et puis après, on a la phase de récupération qui dure plusieurs semaines à plusieurs mois. On va avoir progressivement une amélioration de la fonction rénale. Typiquement, quand je travaillais au CIAMU et qu'on avait des leptospiroses référées là qu'on dialysait, quand on dialyse l'animal parce que son rein fonctionne plus, on est dans cette phase-là. Et en fait, on n'est pas en train de guérir la maladie en faisant de la dialyse, on est vraiment juste en train de se laisser le temps pour que cette phase-là, elle se passe, que le rein se régénère et qu'on récupère, si possible, une fonction rénale. Et c'est des chiens qui, ensuite, quand ils sortaient, des fois ils sortaient, ils étaient encore assez azothémiques. Et pendant les mois qui vont suivre, eh bien, leur créate va continuer à baisser tout doucement si tout se passe bien et qu'on est dans une situation on va dire, optimale. Donc, il y a vraiment toutes ces phases-là qui se passent au cours d'une IRA. La présentation clinique d'un animal en insuffisance rénale aiguë, au niveau de l'anamnèse, les propriétaires vont fréquemment rapporter de l'abattement, des troubles digestifs avec des nausées, des vomissements. Il peut y avoir de la diarrhée. C'est très souvent des animaux qui vont être anorexiques, voire dysorexiques. Et on peut avoir aussi des anomalies au niveau de la diurèse. Donc, soit une oligurie, c'est-à-dire une diurèse trop basse, inférieure à 1 ml/h, voire une anurie, très problématique, ou à l'inverse, on peut avoir une polyurie plus ou moins associée à une polydipsie. Dans les symptômes plus rares et qui malheureusement ne sont pas de très bons pronostics, on peut avoir des troubles neurologiques qui peuvent être liés à une encéphalose urémique, donc ataxie, crise convulsive, et une dyspnée. Il faut bien penser à interroger les propriétaires quand on commence à avoir ce genre de symptômes et que peut-être on s'oriente vers un problème rénal. Est-ce que cet animal est vacciné? Si oui, est-ce qu'il est bien vacciné? Est-ce que les rappels ont été bien faits? S'il est vacciné lepto, quel type de vaccin c'était, etc. Est-ce qu'il peut avoir eu accès à des toxines? Éthylène glycol, raisin, lys, médicaments, etc. Est-ce qu'il a des antécédents de problèmes rénaux? Est-ce qu'il est dans un environnement à risque? Typiquement, c'est vrai qu'un chihuahua qui vit en appartement, qui n'est jamais sorti, etc., suspecter une lepto, bof. Par contre, c'est vrai que le chien qui va se balader en forêt et qui patauge dans les flaques, oui, beaucoup plus. À l'examen clinique, on va pouvoir mettre en évidence des symptômes qui sont en lien avec l'IRA. Souvent, ils sont déshydratés. On va avoir une halitose à cause de l'urémie très importante. On peut avoir, mais ce n'est pas systématique, une néphromégalie, unie ou bilatérale. Et on peut avoir, mais ce n'est pas systématique, une douleur à la palpation des reins. Souvent, on a une hypothermie discrète qui est liée à l'azotémie. On peut avoir une tachycardie ou une bradycardie. On peut avoir des lésions au niveau du tube digestif, ulcération buccale, méléna, diarrhée, puisqu'ils font aussi des ulcères sur le reste du tube digestif. Et si jamais l'animal est anurique, il peut être en surcharge volumique, donc avoir des œdèmes. C'est à la fois des œdèmes au niveau cutané, ça peut être aussi un œdème pulmonaire, des épanchements, ce genre de choses, et une hyperhydratation cutanée. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou pas, c'est des animaux, la peau, c'est le contraire du pli de peau persistant, c'est un pli de peau qui est sous-persistant, et ça fait comme de la jelly, en fait, la peau des animaux hyperhydratés. Si jamais il y avait une pathologie primaire qui était à l'origine de cette insuffisance rénale aiguë, on peut aussi voir des signes cliniques en rapport avec ça. On peut avoir un état de choc, des troubles de la coagulation. Là, c'est un chien qui était en CIVD et qui faisait des pétéchites partout. On peut avoir des vascularites, une hyperthermie, une douleur abdo. Enfin, après, tout est possible parce que les points de départ d'une IRA, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Le pronostic de l'IRA, c'est pas foufou quand même. Hein. Chez le chien, on estime qu'il y a environ 45% de mortalité, toutes causes confondues. Et malheureusement, parmi les survivants, il y en a beaucoup qui vont garder une maladie rénale chronique. Donc en fait, sur tous les chiens qui vont faire une IRA, il y en a à peu près que 20% qui vont récupérer une fonction rénale correcte. Et presque la moitié qui vont mourir. Le meilleur pronostic, c'est lorsqu'on a une leptospirose, où là, on a à peu près 85% de survie. Mais on a aussi des cas de lepto qui sont vraiment extrêmement graves et qui nécessitent des dialyses. Et puis même avec ça, il y en a quand même qui vont décéder. Chez le chat, à peu près 53% de mortalité et parmi les survivants, 50% de maladies rénales chroniques. Donc c'est quand même des pronostics qui ne sont pas super bons. On va parler maintenant un petit peu de la maladie rénale chronique. Et d'abord des généralités sur les MRC qu'on va aussi retrouver sous le nom de néphropathie chronique. Donc là, on a une anomalie structurelle et ou fonctionnelle d'un ou des deux reins qui est observée normalement pendant un temps prolongé. On considère chronique quand ça évolue depuis plus de 3 mois généralement.
La prévalence, elle est relativement élevée chez le chien et le chat, et surtout chez les patients gériatriques. Par exemple, ça va atteindre plus de 30% chez les chats âgés de plus de 10 ans. Mais c'est également possible chez des patients jeunes. La cause sous-jacente, elle n'est pas toujours facile à déterminer lors de maladies rénales chroniques, puisqu'on arrive sur des stades avancés où ça a déjà beaucoup évolué. Là, c'est la classification IRIS des MRC qu'on connaît souvent mieux, on en a déjà entendu parler. Donc cette classification IRIS, elle se base sur la créatinine, mais pas seulement. Elle va utiliser aussi la SDMA. Donc je ne vais pas parler de la SDMA pendant cette conf, ce n'est pas le sujet. Et puis elle va utiliser aussi le RPCU, donc s'il y a ou non une protéinurie, et la pression artérielle. Donc ça, c'est 2 critères qui vont rentrer en plus pour rentrer comme des facteurs pronostiques négatifs. Et donc il y a 4 stades dans cette classification IRIS des MRC. Les étiologies des MRC, alors c'est très compliqué. Lorsqu'on fait d'histopathie sur les reins, on retrouve 1 milliard de lésions différentes. Et en fait, dans beaucoup de cas, ces lésions, elles ne sont pas attribuables à une cause en particulier, mais c'est simplement le résultat de l'évolution de ces anomalies et de ces lésions rénales. Donc, ce n'est pas forcément très indicatif. Il y a quand même certaines causes identifiables de maladies rénales chroniques. On va retrouver notamment tout ce qui va être pyélonéphrite, urolithiase rénale ou urétérale, les infarcts rénaux, le lymphome rénal, la glomérulonéphrite et lors de résolution incomplète d'une IRA. Et chez le jeune animal, il y a aussi des MRC qui sont congénitales avec tout ce qui va être dysplasie rénale, polykystose rénale, donc ça c'était un petit persan avec une polykystose rénale, et l'amyloïdose. La présentation clinique d'un animal en MRC, c'est des symptômes qui évoluent souvent pendant plusieurs semaines à plusieurs mois, mais sans forcément que les propriétaires y aient accordé une importance suffisante. On a très très fréquemment une PUPD, donc en fait il y a une polyurie qui se complique d'une polydipsie pour compenser. On considère qu'il y a une polydipsie lorsque la prise de boisson elle est supérieure à 100 ml par kilo par jour, mais ça c'est pareil, c'est une info qu'on a quand même très rarement. Et on va avoir, dans la plupart des cas, une perte de poids. Lorsqu'on arrive en phase de décompensation de la MRC, les propriétaires vont décrire de l'anorexie ou de la dysorexie, des vomissements, abattement, léthargie, faiblesse, une halitose, une dysphagie ou un inconfort buccal. Ça, c'est souvent lorsqu'ils ont, déjà, ils sont nauséeux et en plus, ils ont souvent des ulcères au niveau buccal. Et puis, lorsque c'était associé à une hypertension, on peut avoir une perte de vision. Notre examen clinique à nous, on va retrouver des choses assez classiques, déshydratation, cachexie, donc avec une amyotrophie et de la maigreur, des reins en cas de MRC qui ont tendance à être plutôt petits et bosselés à la palpation, des animaux qui sont souvent hypothermes, déjà du fait de leur azothémie, et en plus, quand on les voit là, comme la vieille croûte qui était sur la photo d'avant, ils sont quand même souvent un peu en état de choc. On peut avoir des ulcérations buccales, une halitose, un souffle cardiaque, des muqueuses pâles. Et puis, s'il y a d'autres affections, on peut avoir des symptômes en rapport avec ça. Et plus rarement, hypovigilance, voire stupeur ou coma, crise convulsive et des saignements. Pronostic de la maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est progressive, mais la rapidité va être variable en fonction de la prise en charge de l'animal et déjà de son stade de sévérité. Donc, les facteurs qui vont entrer dans le pronostic, c'est la créatinémie, la protéinurie, le fait d'avoir ou pas une leucocytose, une hyperphosphatémie et une perte de poids. Là, c'est une petite courbe de Kaplan-Meier, une petite courbe de survie. Donc là, par exemple, on peut voir sur ça, en bleu, c'est les stades IRIS 1 et 2, en rouge, les 3 et 4. Donc on commence à avoir 50% de mortalité au bout de, on va dire, 12-13 mois pour les IRIS 3 et 4, donc il y a 1 an de médiane de survie. Et pour les IRIS 1 à 2, on va être plutôt sur 2 ans. Mais c'est pas folichon et on sait qu'on va aller vers une dégradation quoi qu'il arrive. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu des infos sur l'IRA, sur la MRC, on va voir en pratique comment est-ce qu'on diagnostique ces insuffisances rénales, qu'elles soient aiguës ou chroniques, et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a diagnostiqué ça.
Donc, le premier moyen de diagnostic des insuffisances rénales, c'est évidemment la biochimie. Et c'est là que vous allez dégainer votre petit créatomètre à la maison lorsque vous suspectez une insuffisance rénale. Donc, normalement, on doit avoir une azotémie, une augmentation de l'urée et ou de la créatinine qui est plus ou moins sévère. Lorsqu'on a l'urée, on peut aussi comparer le rapport urée sur créate, qui va avoir tendance à être plutôt bas sur les premiers stades de l'IRA et plutôt élevé lorsqu'on a une déshydratation, des saignements digestifs, puisque donc ça, c'est des choses qui vont faire monter l'urée plus fort que la créate. Sachant effectivement, comme dit Yves, que vous ne pouvez pas faire l'urée à domicile, mais de toute façon, c'est pas grave. Déjà, si vous avez votre augmentation, si vous avez votre augmentation de la créate, c'est déjà suffisant en vous pour que vous puissiez mettre en place ce qu'il faut pour l'animal derrière. Et puis après, on peut avoir d'autres anomalies qui sont en lien avec une autre pathologie sous-jacente, évidemment. Le iono, donc ça c'est pareil, j'en parle même si vous ne l'avez pas à domicile, mais c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de désordres électrolytiques et acido-basiques chez les insuffisants rénaux, notamment en IRA. Donc vous pouvez avoir une hyperkaliémie, donc ça c'est plutôt pour les IRA ou éventuellement pour les MRC terminales. Sinon, c'est des animaux qui vont tendance à être qui vont avoir tendance, je vais y arriver, à être plutôt en hypokaliémie pour les MRC, puisque généralement, ils sont plutôt en polyurie avec une densité urinaire basse et ils vont perdre énormément de potassium dans leurs urines. Donc, c'est plutôt des animaux en hypokaliémie. On peut les retrouver en hyperphosphatémie, en hyper ou en hypocalcémie, en hyper ou en hyponatrémie. Donc, ça, c'est l'exemple d'une petite chatte qui était donc. Elle avait un fond de MRC et là, moi, je l'avais eu au moment où elle faisait une obstruction urétérale. Donc, elle avait une obstruction urétérale d'un côté et de l'autre côté, un rein MRC tout pourri. Et donc, effectivement, on voit une créate très élevée. Alors, je vous rappelle que les unités que vous avez à domicile, oui, il faut enlever, donc ça ferait 20,6 pour vous à domicile. Donc, voilà, sachant que ça va jusqu'à. Enfin, oui, vous n'auriez pas une vraie bonne valeur de votre côté, mais en tout cas, c'est juste pour vous dire, il y a un facteur 10 pour que vous puissiez comparer avec vos valeurs de domicile. Donc, une azotémie très sévère, une hyperphosphatémie indosable, une hyponatrémie avec une hypochlorémie. Le chlore, il est tout nul, lui, il suit tout le temps le sodium, donc on s'en fiche un peu. Et par contre, très important, une hyperkaliémie importante du fait de l'obstruction. Si on fait les gaz sanguins, parce que maintenant on peut faire les gaz sanguins à la clinique, eh bien on aurait une acidémie par acidose métabolique. La numération formule, donc vous à domicile, vous avez quand même votre petit appareil aussi pour faire hématocrite hémoglobine, donc ça peut être un des trucs que vous pouvez faire en plus. On en discutera dans une prochaine conférence. Vous pouvez avoir une anémie pour plusieurs raisons. Si vous avez des saignements digestifs, notamment à cause d'ulcères, s'il y a un syndrome inflammatoire important du fait du point de départ, du problème, etc. Et lorsque vous êtes sur une MRC, il y a une diminution de la production d'EPO qui peut amener à une anémie arégénérative. Vous pouvez également, si vous faites une vraie NF, avoir pourquoi pas une leucocytose, pourquoi pas une thrombopénie en fonction de l'origine du problème. L'analyse urinaire, ça c'est quand même très important quand on essaye d'évaluer la fonction rénale. Et il y a quand même au moins une partie de l'analyse urinaire que vous pouvez faire à domicile avec une bandelette, à condition bien sûr que vous réussissiez à récupérer des urines, ce qui n'est pas toujours facile en fonction du patient et de la situation. Soit on arrive à le faire uriner en le sortant, soit on arrive à récupérer des urines par taxi. Si c'est un chien mâle, éventuellement, on peut faire un sondage flash pour récupérer des urines. Pour une femelle, ça commence à être plus pénible. Et pour le chat, c'est un peu moins pratique. Mais en tout cas, si jamais vous avez des urines, essayez, si possible, quand même de faire au moins un bout d'analyse urinaire, ce qui va être assez informatif. La première chose qu'on regarde, c'est la densité urinaire. Donc, idéalement, on le fait au réfractomètre. Vous n'allez pas vous balader avec un réfracto à domicile. Donc, vous avez une case densité urinaire sur la bandelette urinaire. C'est moins fiable, mais c'est déjà un début pour se dire ça concentre à peu près ou ça concentre pas du tout. Idéalement, on mesure la densité urinaire avant fluidothérapie, puisque la fluido va les mettre en polyurie et donc ça va baisser la densité urinaire. Donc, on peut avoir des urines qui sont isosténuriques, c'est-à-dire qui sont de la même densité que le plasma, pour faire simple, c'est-à-dire que le rein ne concentre pas, il laisse passer tel quel, entre 0,07 et 0,16. Alors,
selon la source, vous allez trouver des valeurs qui vont varier un tout petit peu ici. Des fois, on va trouver 1,018, 1,015, 1,016. Bon, c'est à peu près 1,016, mais vous pouvez trouver des valeurs un tout petit peu différentes. Si on a donc des urines qui sont isosténuriques, c'est-à-dire que le rein n'a pas concentré les urines, c'est plutôt en faveur d'une origine rénale. Normalement, on est censé avoir des urines qui sont hypersténuriques, donc supérieures à 1,016, mais il faut quand même corréler ça avec l'état d'hydratation, puisque si vous avez un animal qui est tout sec, mais vraiment tout sec, et que vous avez des urines, une densité urinaire à 1,020, c'est pas suffisamment concentré pour compenser l'état de déshydratation de l'animal, donc on pourra quand même suspecter une atteinte rénale. Normalement, chez un animal déshydraté, on va avoir une densité qui est supérieure à 1,030 chez le chien et 1,035 chez le chat. Attention, si vous avez une glucosurie ou une protéinurie massive, ça va vous augmenter artefactuellement la densité urinaire qui va être quasiment ininterprétable à ce moment-là. La bandelette, on a tout un tas d'autres informations. Le pH qui va généralement être acide. S'il est très basique, c'est plutôt en faveur d'une infection urinaire. Si on a une glucosurie sans hyperglycémie, donc là, attention, si votre bandelette, elle marque pour la plage glucose, il faut impérativement faire une glycémie en parallèle. Parce que si vous avez une forte hyperglycémie, c'est normal que vous ayez une glucosurie parce que ça aura dépassé le seuil de réabsorption rénale du glucose. Donc, il faut vraiment, si vous avez une glucosurie, faire une glycémie en parallèle. Et donc, une glucosurie sans hyperglycémie, ça signe une atteinte tubulaire. Vous pouvez avoir aussi une protéinurie qui va, si elle est d'origine rénale, signer une atteinte glomérulaire. Mais attention, si vous avez une ITU, une inflammation importante du tractus urinaire, etc., vous pouvez avoir une protéinurie qui est post-rénale. Donc ça, normalement, lorsqu'on a une protéinurie, il faut faire un culot urinaire derrière pour voir ce qu'il en est. Les leucocytes, pour aller rechercher des signes d'infection urinaire, attention uniquement chez le chien. Chez le chat, la petite plage n'est pas interprétable puisqu'il y a des enzymes qui font réagir le truc pour le chat. Et après, on peut avoir d'autres trucs, de l'hémoglobine, de la bilirubine, etc. Si on fait un culot, donc ça évidemment, je vous en parle pour le domicile, c'est pas possible de transporter votre microscope chez les gens, mais c'est quand même très intéressant comme examen. On peut retrouver tout un tas de cristaux, des cylindres et également qui vont être le témoin d'atteintes différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je l'ai mis si vous avez après envie de vous y référer. Donc voilà un petit peu les types de cristaux et de cylindres qu'on va pouvoir retrouver à l'examen direct. Et lorsqu'on fait la cytologie, on va aller rechercher des hématies, des leucocytes et des bactéries. Attention, on recherche bien des images de phagocytose parce qu'une bactériurie, le fait juste d'avoir des bactéries qui se baladent dans les urines, ce n'est pas la même chose qu'une infection du tractus urinaire. Donc voilà des exemples de cyto-urinaires avec là notamment des jolies images de phagocytose qui là signent une vraie infection du tractus urinaire. On va également pouvoir faire de l'imagerie médicale. Alors c'est pareil, hein, je sais que ça sort un petit peu du cadre de ce que vous pouvez faire à domicile, mais c'est des choses déjà dont vous pouvez parler aux gens. Et puis c'est pas parce que vous pouvez pas le faire que vous pouvez pas le connaître. Donc je vous en parle quand même. Donc on peut faire des radios. On va pouvoir évaluer la silhouette des reins. Est-ce qu'elle est normale, est-ce qu'elle est petite ou est-ce qu'on a une néphromégalie? Donc là par exemple, on a un syndrome gros rein, petit rein, avec un tout petit rein ici et un énorme rein ici. On peut aller voir aussi à la radio des urolithiases, rénale, urétérale, vésicale, urétrale. C'est visible en fonction de la nature de l'urolithiase, ça va être plus ou moins visible. Et si sa taille est petite, inférieure à 2-3 mm, on peut passer en dessous du seuil de détection radiographique. Donc on peut les manquer. Mais en tout cas, c'est un examen intéressant pour aller rechercher ça. Donc là, par exemple, c'est des exemples d'urolithiase à la radio. Donc celle-ci, elle se voit très bien. Là, on en a plein de petites aussi sur le trajet. Et là, ils ont fait une urographie IV pour aller marquer un petit peu l'urtère et voir les petites urolithiases. On a des urolithiases vésicales cette fois. Donc, bon, bah là, on ne se pose pas trop la question, c'est rempli. Là, il y en a quelques-unes ici. Et puis là, on voit bien la différence de radio-opacité, par exemple, entre celle-ci et celle-ci juste ici, qui vont être beaucoup moins radio-opaques.
Et puis après, on a les urolithiases urétrales, qu'on a déjà vu tout à l'heure, donc qui peuvent être isolées ou un petit peu en chapelet. Il faut faire attention chez le chien avec l'os pénien, c'est pas toujours facile de voir. Et ici, c'est un chat en globe, donc les flèches noires vous indiquent le contour de la vessie. Et il a une jolie petite urolithiase qui vient lui boucher la fin de l'urètre juste ici. Il faut également recommander, si possible, une échographie lorsqu'on a une insuffisance rénale. Ça apporte énormément d'informations. On peut voir aussi, évaluer la taille des reins. Est-ce qu'on a un épanchement périrénal, ce qui va être souvent retrouvé en cas de lymphome. Donc là, par exemple, c'est un lymphome rénal chez un chat, ou de lepto. On peut retrouver un parenchyme hyperéchogène aussi. Ça, c'est classique des intoxications à l'éthylène glycol. Donc là, c'est une petite vidéo d'un rein. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'écho, là, le parenchyme rénal est vraiment fluorescent. C'est pas du tout blanc comme ça normalement. Et ça, c'était un chiot qui s'était intoxiqué à l'éthylène glycol et que j'avais reçu en consultation assez précocement, mais c'est déjà trop tard, hein. Mais ensuite, l'évolution, c'est que ça va devenir un caillou, son rein, et qu'en gros, ça va faire une grosse ligne hyper échogène ici et un cône nombre en dessous, comme quand on échographie un os, parce que ça va être complètement minéralisé et on ne verra plus au travers. On peut voir aussi un petit peu la cavité piélique et le bassinet. Donc là, on a une petite dilatation, par exemple, de la cavité piélique. Ça peut être le cas lorsqu'on a une polyurie, donc soit à cause de l'insuffisance rénale, soit parce qu'il est sous fluidothérapie. Ça peut être en faveur d'une pyélite ou d'une pyélonéphrite, mais ce n'est pas systématique. Et lorsqu'on a une obstruction de l'urètre, donc là, de l'urtère, pardon, là c'est un animal qui a une obstruction urétérale par un calcul, et donc là c'est son urtère proximale qui est dilatée, et là c'est tout son bassinet qui est dilaté aussi. Donc là on est sur un début d'hydronéphrose. Évidemment, en cas de maladie rénale chronique, on va pouvoir aussi évaluer le parenchyme, une perte de l'écostructure, etc., ce genre de choses, mais on ne rentre pas non plus, on n'est pas là pour faire une conf sur le TP écho rénal. On peut envisager aussi d'autres petits tests dans tout ce qui va être diagnostic, si jamais, par exemple, on suspecte une lepto, ou plus rarement des maladies infectieuses qui, effectivement, dans des cas extrêmement rares, peuvent donner une insuffisance rénale. Je vous l'ai mis en italique parce que c'est quand même pas les trucs principaux. Et évidemment, après, on a aussi tout ce qui est cyto-histo, mais là, on sort de notre contexte urgence. Une fois qu'on a diagnostiqué notre insuffisance rénale, donc essentiellement à domicile, on a dit avec votre créate, plus ou moins, si vous pouvez, un bout d'analyse d'urine, eh bien, il va falloir prendre en charge cet animal. Le plus important, ça va être la fluidothérapie pour restaurer et assurer une bonne perfusion rénale et corriger les déficits en fluide extracellulaire. Donc, il faut adapter sa perfusion à la volémie, à l'état d'hydratation de l'animal, à d'éventuelles pertes, notamment pertes digestives, vomissements, diarrhée, et à la diurèse. Alors, évidemment, tout ça n'est pas très facile à faire à domicile. On va faire un peu ce qu'on peut, hein. Pourquoi, un petit mot quand même sur la diurèse, pourquoi c'est important de surveiller la diurèse et d'essayer de questionner au mieux les propriétaires là-dessus, parce que c'est très important. Une fois de plus, je sors un petit peu du cadre vraiment du domicile strict, mais c'est hyper important de savoir ça. Classiquement, je ne sais pas si on hospitalise un animal, on va le mettre à un débit de perf à 4 ml kg/h. Ça, c'est le truc classique lorsqu'on a un animal qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui n'est pas plus déshydraté que ça. S'il urine normalement entre 1 et 2 ml kg/h, eh ben, on a une fluidothérapie qui est adaptée s'il n'a pas de perte digestive. Si, à contrario, on a un animal qui est en polyurie, c'est-à-dire qu'il y a une diurèse qui est supérieure à 2 ml kg/h, eh bien, en fait, si on met un débit de fluido classique, on va se retrouver à sous-perfuser notre patient. Et donc, du coup, il va continuer à être déshydraté, en hypovolémie, etc. Et donc, on ne va pas améliorer son insuffisance rénale, voire même, on va l'aggraver. Et dans l'autre sens, si on a un patient qui est en oligurie, voire en anurie, eh bien là, on surperfuse notre patient et on va le mettre en surcharge volumique, on va lui créer des œdèmes, des épanchements et potentiellement, on va le tuer. Donc, c'est vraiment important d'avoir une idée de la diurèse lorsqu'on fait vraiment de la fluidothérapie IV. Comment on surveille la diurèse ? On peut surveiller avec une sonde urinaire et un système collecteur clos, où là, tout simplement, on va mesurer ce qui sort de la sonde. Récolter les urines au moment de la miction, quand même plus facile chez le chien. Peser les alaises en hospitalisation, ça ne s'écrit pas comme ça. Et éventuellement peser l'animal avant et après miction. Bon, voilà. Et après, on peut calculer en fonction de la diurèse qu'on va mettre en ml kg/h et adapter notre débit de perf. Par exemple, au SIAMU pour les animaux en insuffisance rénale aiguë,
généralement, sur les premiers jours, ils vont être à 10 URS plus 2 ml/kg/h. Donc, si on a un animal qui est en polyurie et qui pisse 10 ml/kg/h, il va se retrouver avec des énormes débits de perf, ça fait peur, mais c'est normal parce qu'il y a tout qui sort par les urines. Les signes de surcharge volumique, ça c'est important aussi. Si vous intervenez à domicile sur un patient, vous diagnostiquez une insuffisance rénale que vous suspectez être aiguë, les gens n'ont pas trop l'impression qu'il fait pipi et vous mettez en évidence des signes de surcharge volumique, là c'est vraiment très grave et c'est une indication à les référer tout de suite en hospitalisation. Donc l'hyperhydratation cutanée, donc ça c'est un exemple de photo. En fait, vous avez un œdème interstitiel à cause de l'accumulation de fluide dans le compartiment extracellulaire. Et ce que je vous disais, la peau qui fait comme de la jelly si vous la secouez un petit peu. C'est des patients qui vont prendre du poids aussi, tout simplement, parce qu'ils sont remplis d'eau. On peut aller rechercher des épanchements pleural, abdominal. Donc ça, s'il y en a qui ont les petites sondes d'écho à domicile, il ne faut pas hésiter à aller rechercher ça. Si on a de quoi mesurer la pression artérielle, on peut aussi mesurer la PA qui va être augmentée. Et on peut avoir des fois aussi des productions excessives de salive. Donc ça, c'était simplement pour rechercher des signes d'hypervolémie. Et donc, la plupart du temps, ils ne vont pas être en hypervolémie, ils vont être en hypovolémie, ils vont être déshydratés. Donc, on va vouloir mettre en place cette fluido. Et donc, il faut bien choisir son type de fluide. Sans rentrer dans les détails, souvent, on va prendre du ringer lactate parce qu'on veut un cristalloïde isotonique. Et comme c'est souvent des animaux qui sont en acidose métabolique, on va préférer le ringer au NaCl pour son petit pouvoir alcalinisant. Et il faudra choisir la quantité administrée. On a fait une conf sur la fluido en octobre que je vous invite à aller reconsulter si vous le souhaitez. Et si l'animal il présente soit une insuffisance rénale aiguë, soit des symptômes importants, etc., il faut quand même privilégier la fluido IV. Alors, c'est pas facile à domicile, mais si vous avez ce genre d'indication, il ne faut pas hésiter à stabiliser votre animal et à recommander une hospitalisation dans la foulée. Quelques petits rappels quand même sur la fluido qu'on a vu donc dans la conférence d'octobre. Si votre patient est déshydraté, il faut corriger cette déshydratation et normalement c'est sur 6 à 24 heures. Donc on voit bien qu'à domicile, sur un animal qui est vraiment déshydraté, on pourra difficilement être suffisamment efficace. Si on veut calculer les besoins en fluide, on peut utiliser la formule qui est ici que je vous ai remis, avec déjà la correction de la déshydratation, donc le poids du patient fois le pourcentage de déshydratation, les besoins d'entretien qui sont à peu près de 2 ml/kg/h pour un patient adulte, 3 ml/kg/h chez un patient pédiatrique, ou on peut aussi utiliser cette formule-là si on a envie pour les patients très petits ou très gros. Et puis après, s'il y a des pertes, vomissements, diarrhée importantes notamment, il faut penser à les compenser. À domicile, donc comme on l'a dit, c'est pas facile. On peut envisager différentes modalités pour la fluido. On peut faire de la réhydratation sous-cutanée. C'est facile, c'est rapide, ça ne demande pas beaucoup de matériel, mais on ne va pas être très efficace, notamment s'il y a besoin de gros volumes, ça va être compliqué. On peut envisager de faire des bolus de fluide en IV, mais par contre, ça demande de poser un cathéter. Donc ça, parfois c'est OK, parfois c'est plus difficile à domicile, mais quand on a besoin, il faut essayer de le faire. Et par contre, on ne va pas jouer sur le même secteur, puisque la déshydratation, c'est le secteur interstitiel, alors qu'en faisant un bolus de fluide IV, on va vraiment jouer sur le secteur vasculaire. Donc, c'est plus adapté pour la correction d'une hypovolémie qu'une déshydratation, mais on peut faire quand même un bolus de fluide IV. On peut également associer les deux, faire un bolus de fluide IV et ajouter un petit peu de perfusion sous-cutanée. Après, on peut réfléchir à d'autres voies d'administration, la voie orale bien sûr, la voie rectale également, qui est possible, notamment sur des patients pédiatriques, vieux, etc. Un petit mot sur la réhydratation sous-cutanée à domicile. Donc, comme on a dit, c'est facile, c'est relativement sécuritaire. Quand on a un patient, on ne sait pas trop, il est cardiopathe, on a un peu peur de faire des fluides IV, pourquoi pas. Et on peut le faire sur quasiment tout le monde, y compris les patients où on a beaucoup de mal à mettre un cathéter. Donc, les tout petits, les tout vieux, les tout maigres, les tout secs, enfin tout ça, quoi. Par contre, c'est pas très efficace, ça met longtemps à agir. Le début de réabsorption, c'est pas avant 30 minutes et ça peut être assez inconfortable pour l'animal, notamment lorsqu'on a des gros volumes à passer. Les bonnes pratiques, on essaye de choisir un ou plusieurs sites d'injection avec des zones de peau lâches. Donc généralement, on va faire un peu vers les épaules ou vers les cuisses.
attention, si derrière vous souhaitez envoyer cet animal en hospitalisation pour qu'il ait d'autres examens complémentaires et puis une prise en charge plus longue, lorsque vous mettez des gros volumes dans la région des épaules et du cou, ça va tomber par gravité. Et moi, je me suis déjà retrouvée avec des suites de DOM où je n'arrivais pas, par exemple, à aller ponctionner les jugulaires, voire même à mettre un cathé dans les veines céphaliques parce que tout le fluide sous-cute était descendu et gênait un petit peu. Donc, si vous l'envoyez à domicile, essayez peut-être de privilégier plutôt les zones arrière. Et n'hésitez pas aussi à le noter dans votre compte-rendu parce que des fois, on se retrouve avec un animal, on ne sait pas qu'il a eu de la fluido-sous-cute et il a une énorme masse toute bizarre. C'est con, hein, mais juste marquez-le dans votre compte-rendu. Et on décide du volume à injecter en fonction de tout ce qu'on a dit, en fonction de son niveau de déshydratation, ce qu'on veut compenser, etc. Il est recommandé de ne pas dépasser 10 à 20 millilitres par kilo par site. Voilà pour le petit mot sur la fluido, mais ça va être vraiment très très important chez tous les insuffisants rénaux. Ensuite, eh bien, lorsque on a la chance de pouvoir faire un ionogramme, il ne faut pas hésiter à corriger les désordres électrolytiques et notamment les désordres au niveau du potassium qui peuvent être quand même mortels, donc soit en hyper, soit en hypo. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça, c'est une ventroflexion. Je ne sais pas s'il y en a qui n'ont pas trop l'habitude de ça, qui est en faveur d'une hypokaliémie. Les diurétiques, quand on a un animal qui fait peu ou pas pipi, qui a une insuffisance rénale, on peut se poser la question de savoir si c'est pertinent ou pas de lui faire des diurétiques. Il n'y a aucune preuve en médecine humaine et vétérinaire du bénéfice des diurétiques dans la gestion des IRA oligo-anuriques et globalement, c'est contre-indiqué dans les maladies rénales chroniques. Donc, voilà, c'est laissé à la discrétion du clinicien. Personnellement, je n'en fais pas. Le seul cas où ça peut arriver d'en faire, c'est vraiment sur une insuffisance rénale aiguë complètement anurique, où il y aurait une indication de dialyse, où ce n'est pas une option pour les gens pour X raisons. Et en gros, foutu pour foutu, on tente un protocole de diurèse forcée avec des très gros volumes de fluide et des diurétiques. Et si ça ne marche pas, ce qui risque d'arriver très fortement, on aura comme ça fini de lui flinguer les reins, mais on aura tenté tout ce qu'on pouvait. Mais c'est vraiment très risqué et ce n'est pas une option à envisager en première intention, à mon avis. Après, on va voir tout ce qui va être traitement digestif parce qu'ils ont quasiment tous des symptômes digestifs. Donc, il faut vraiment, vraiment pas hésiter et bien penser à les soulager sur le plan digestif, notamment avec des antiémétiques et notamment avec le maropitant qui a une très bonne valence antinauséeuse, ce qui est souvent retrouvé chez ces patients-là. Donc, on privilégie plutôt le maropitant. On peut aussi utiliser du méthoclopramide, mais qui va être moins efficace du fait de cette absence d'action antinauséeuse. Et on peut aussi utiliser l'ondansetron, mais on n'en a pas couramment dans nos trousses. C'est un antiémétique du Maine qui est utilisé notamment dans les nausées de chimiothérapie. Donc c'est quand même assez costaud, mais c'est bien décrit chez le chien et chez le chat. On peut utiliser des antiacides. Alors, c'est recommandé surtout dans les IRA. Pour les MRC, c'est pas spécialement recommandé. Mais bon, après, si d'un coup, il fait un pic aigu sur sa MRC, pourquoi pas. Et on va privilégier les inhibiteurs de la pompe à protons, donc le pantoprazole et l'oméprazole, plutôt que les anti-H2, famotidine, ranitidine, qui ont été démontrés beaucoup moins efficaces que les IPP. Donc ça, sur des IRA ou sur des, on va dire, sur des azothémies importantes, pas hésiter à donner des antiacides. Également des pansements digestifs. On sait que ces animaux qui sont en azothémie importante vont avoir tendance à faire des ulcères sur le tube digestif. Donc le plus indiqué, ça va être le sucralfate, qui va vraiment, lui, de par son action, venir se fixer, faire une espèce de petit réseau protéique sur toutes les zones, érodées, ulcérées, sur la totalité du tube digestif. Donc c'est le plus pertinent. On peut aussi donner du phosphate d'aluminium, donc phosphaluvette, phosphalugel. Là, plus quand on vient traiter des vomissements, si l'animal a beaucoup vomi et qu'il est irrité, ça va être plutôt indiqué dans ce cas-là. Et pour les animaux qui ont des ulcères buccaux, on peut appliquer de la chlorhexidine orale dessus pour désinfecter. Donc ça va être les bains de bouche pour humains qu'on va retrouver en pharmacie, ou le pense oral qui est une petite pommade. Pareil, c'est de l'humaine qu'on peut prescrire pour que les gens tartinent ça sur les ulcères buccaux. Alors, il faut que l'animal soit suffisamment coopératif, mais en tout cas, ça peut se faire.
Si jamais on a de l'hypertension, donc là, c'est pareil, c'est rare à domicile de diagnostiquer une hypertension parce que vous n'avez pas le matos qu'il faut, mais en tout cas, sachez qu'il faut traiter ces hypertensions, ce qui est très fréquent sur les IRA est possible sur les MRC. Et dès qu'on dépasse 180 mm de mercure, il faut normalement traiter ces hypertensions. Et en première intention, on va utiliser l'amlodipine. Je vous ai remis les posos ici. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'on n'utilise pas, c'est pas recommandé d'utiliser d'IECA ou de sartan en aigu, donc notamment sur les IRA. Les antibiotiques, on se pose la question, on va les réserver à certains patients. Donc, lorsqu'on suspecte une infection du tractus urinaire, qu'on suspecte une pyélite ou une pyélonéphrite ou une leptospirose. Dans ces cas-là, on va utiliser un antibiotique large spectre et plutôt IV si c'est possible, notamment pour tout ce qui va être pyélite, pyélonéphrite et leptospirose. En priorité, on peut utiliser de l'ampicilline ou de l'amoxicilline. Les posologies classiques, c'est lorsqu'on fait en injectable 20 mg kg, ou sinon entre 15 et 20 quand on fait Péros. Mais attention, il faut essayer de ne pas descendre en dessous de 15, même lorsque les RCP, ils vous mettent 12,5 et tout. Non, il faut être au-dessus de 15, c'est important. Lorsqu'on fait des gros débits de perfusion à ces animaux-là, il ne faut pas hésiter à monter les posologies de ces antibiotiques parce que ce sont des antibiotiques hydrophiles qui vont se diluer dans le volume de distribution qu'on augmente avec notre fluido. Donc, dans ce cas-là, il faut augmenter également la posologie de ces médicaments. Et c'est carrément des médicaments qu'on peut mettre en perfusion continue lorsqu'on a des cas vraiment très graves. Et puis ensuite, pour la lepto notamment, l'antibiotique de choix, c'est la doxycycline. Donc si on n'a pas un animal critique, on peut tout simplement prescrire de la doxycycline Péros. L'alimentation, c'est important aussi. C'est des animaux qui ont un catabolisme important, qui ont des besoins nutritionnels importants, qui mangent souvent très peu, voire pas du tout, qui ont des troubles digestifs. Ça a vraiment été montré que ça a amélioré la survie en humaine. Donc, il faut essayer de réalimenter ces patients. Donc, à domicile, c'est sûr que vous n'allez pas rester au chevet du chien pour lui faire bouffer des trucs, mais essayez d'insister auprès des propriétaires pour, tant bien que mal, refaire manger ces animaux. Pour l'instant, on ne sait pas trop, en cas d'insuffisance rénale aiguë, quel aliment vraiment il faudrait privilégier. Parce qu'on a des aliments rénaux pour les MRC, ça c'est bien défini, mais par contre en IRA, on ne sait pas trop. Et puis c'est des animaux sur lesquels il ne faudra pas hésiter à poser des sondes de réalimentation. Ou ça c'est pareil, c'est des choses dont vous pouvez discuter avec les gens quand déjà vous savez que l'animal il va être hospitalisé, que ça va prendre des jours et tout. Ça fait partie, on va dire, de la lourdeur entre guillemets des soins qui peuvent être à enclencher, donc du discours qui peut être tenu à domicile. Pour conclure, quand est-ce que je dégaine mon créatemètre à domicile? Alors, il y a beaucoup d'indications quand même, si on résume. Déjà, il va y avoir tous les animaux qui sont déshydratés ou en hypovolémie. Donc, tous ceux-là, ils ont le droit d'avoir une créate. Tous les traumas, donc pareil, on avait fait une conf sur le trauma, ça rentre dans ce qu'on appelle le minimum database, où on a urée créate, donc à minima créate, lactate glycémie et hématocrite protéines totales. Donc, ça rentre dans le minimum database qui est recommandé sur les traumas. Donc, on n'hésite pas à faire une créate. Avant administration de molécules potentiellement néphrotoxiques, notamment les INS qu'on utilise quand même très souvent, on n'hésite pas, on se protège, on ne veut pas faire de bêtises, on fait une créate, ou en tout cas, on la propose. Dès qu'on a des symptômes urinaires, notamment une PUPD, qui peut être le signe d'une maladie rénale chronique, et dès qu'on a une dysurie, donc là, ça englobe un peu tout, des suspicions d'infection du tractus urinaire, de calcul, de machin, de ce que vous voulez. Il ne faut pas hésiter à proposer une créate aussi. Lorsqu'on a des symptômes non spécifiques qui sont compatibles avec une insuffisance rénale, surtout chez les animaux âgés et surtout chez les chats qui font quand même beaucoup de MRC, là, on n'hésite pas, on fait une créate. Donc, symptômes non spécifiques compatibles, ça va être par exemple tous les troubles digestifs, maigreur, déshydratation, etc. Il ne faut pas hésiter. Et puis après, ça peut être sur aussi tout un tas d'autres patients que vous jugez très malades. On n'hésite pas à faire la créate. Et qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Ça fait partie aussi du discours de dire que ce n'est pas parce que vous faites maintenant une créate qu'il n'aura pas plus tard un bilan biochimique complet. Parce qu'on sait que les résultats, s'ils sont anormaux, ils vont être à prendre avec des pincettes. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. On peut globalement estimer qu'on se fie aux valeurs normales
est discrètement augmentée et qu'une fois que vraiment la créatinine est trop élevée, on dit juste c'est trop élevé, c'est tout. On ne va pas plus loin dans l'interprétation des résultats. Et par contre, une fois qu'on a ces résultats-là, il faut bien penser à adapter la prise en charge médicale. Si on a une créate qui est anormale, il faudra recommander impérativement faire une vraie mesure de la créatinémie avec un appareil de Bioche. Et lorsque vous jugez que c'est nécessaire, ne pas hésiter, une fois que vous avez stabilisé à domicile, parce que ça sert à rien d'y aller, de rien faire et de renvoyer en hospice. Donc vous stabilisez à domicile, puis vous renvoyez en hospitalisation si besoin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la créate. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. À quand la conf sur l'hématocrite? Alors, à quand la conf sur l'hématocrite? Bientôt. Il va y avoir les lactates début mars, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Attendez, je reprends mon agenda. Donc, normalement, je vous referai un mail pour vous le dire, mais normalement, donc le jeudi 2 mars, il y aura la conf sur les lactates. Et un mois après, il y aura la conf sur hématocrite hémoglobine. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ou ça va pour vous? Ah, très bien. J'ai là, tu as vu sur la conversation, ouais. Ouais, nickel. Et toi, Adam, on le fait une fois par an à peu près. C'est Céline qui s'occupe du matériel qui nous reprend les créates pour faire les contrôles. Et c'est relativement facile à faire. Hein. Bon, bah, très bien. Bah, je pense que nous, c'est un petit peu défaut là. Donc, il va falloir que je discute avec Alex pour qu'on mette ça en place. Parce que déjà qu'il y a la fiabilité est quand même relative sur ces appareils. Surtout si merci. Des trucs de contrôle. Donc, voilà. Quelqu'un avait d'autres questions? Ça va pour vous? J'avais une petite question, vous m'entendez? Oui. Moi, c'était plus à l'inverse. On parle souvent de créates élevées, mais quand on a des créates assez basses, moi, je trouve que ça m'arrive quand même régulièrement sur des cas où je pense que je vais trouver une créate un petit peu haute, et puis au final, c'est plutôt bas, limite intervalle bas, quoi. Est-ce qu'on peut suspecter un problème plutôt d'équipement, de prélèvement? Je ne sais pas. Alors, donc, je répète la question pour ceux qui sont dans la salle avec moi, parce que comme j'ai le truc sur les oreilles, ils n'ont pas le son. Donc, c'est Isabelle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Isabelle qui nous pose la question de savoir, lorsqu'on a des résultats de créate plutôt bas, alors qu'on s'attendait peut-être à avoir une créate élevée, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il faut déjà, lorsqu'on a des résultats qu'on trouve un petit peu aberrants, toujours s'assurer qu'effectivement, on a bien fait les contrôles, et notamment les contrôles sur les valeurs basses et les valeurs normales. Donc, quand on a régulièrement des valeurs un petit peu bizarres, il ne faut pas hésiter à refaire un étalonnage de l'appareil. Et ensuite, normalement, une créate basse, ça ne s'interprète pas trop. Il y a des animaux qui ont des créates basses, c'est leur valeur de référence à eux. On disait vraiment qu'il y avait des variabilités individuelles très importantes. Et voilà, il y a des animaux qui ont des valeurs usuelles basses et une créate basse, on n'en fait pas grand-chose en fait. Merci. J'avais une question. Oui, je t'entends. C'est Amandine, je t'entends pas très bien. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui, c'est bon. Je l'écris. Non, super. Donc, si on anesthésie ou on sédate un animal, ça va avoir une répercussion sur la créate pour des animaux qui vont être difficilement touchables, prélevables ou... Alors, Amandine pose la question de savoir si vous anesthésiez ou sédatez un animal à domicile, est-ce que ça peut avoir un impact sur la créate? Alors, normalement, sur un animal qui n'a pas de problème de régulation de sa volumétrie, son machin, de son truc, qui n'est pas insuffisant rénal et tout, il n'y a pas de raison que d'un coup, avec ta sédation que tu vas faire à domicile, tu le mettes en IRA. Maintenant, tu peux jamais non plus trop savoir. C'est vrai que c'est difficile sur un animal que tu anesthésies parce qu'il est intouchable de vouloir lui faire son petit bilan complet avant. Maintenant, c'est vrai que si tu veux anesthésier un animal qui est un peu âgé, qui est un peu ci, qui est un peu ça, pourquoi pas proposer une créate? Et si tu t'aperçois que la créate elle est un petit peu limite, et dans ce cas-là, tu lui poses une petite perf pendant que tu fais ses soins sous sédation. Ça peut être envisageable. C'est sûr que sur le papier, une anesthésie, ça va forcément t'engendrer une hypotension.
plus ou moins importante en fonction de ton animal, en fonction des produits que tu utilises, et que oui, sur le papier, ça peut être à l'origine d'une insuffisance rénale prérénale. Mais bon, après, il faut aussi s'adapter à la vraie vie et faire un peu ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'un animal qui a une sensibilité rénale particulière, l'anesthésie est une période à risque et ça peut être pertinent dans ces cas-là d'avoir un caté et de mettre un petit peu sous perf. Ok, super, merci. Je te dis ça parce que j'ai eu un chat qui était vraiment pas touchable et je lui ai fait une créate avant de lui mettre du Mexacam, mais une fois qu'il était endormi, mais parce que il était vraiment pas touchable, quoi. Et j'avais dû faire une petite chire dessus et il était genre à 2,7, un truc comme ça. Mais du coup, je me suis dit, est-ce qu'avec mon anesthésie, avec l'hypotension, ça peut engendrer une telle valeur? Et je me suis dit que non, mais j'étais pas sûre de ça et j'étais un peu embêtée. Bah alors après, la valeur toute seule, isolée, elle est dure à interpréter. Pardon, je répète, Amandine a anesthésié un chat qui était très agressif et à la fin, avant de lui faire des aliénations, elle lui a fait une créate qui était un petit peu augmentée. Effectivement, tu peux avoir une partie qui est liée à ton hypotension de ta chair. Et il est probable que cet animal avait plutôt, je ne sais pas quelle âge il avait, mais peut-être qu'il avait un petit fond de MRC, quelque chose comme ça. Bah, dans ces cas-là, ne pas hésiter à peut-être lui faire un coup de perf, même si là, tu as fini, tu vas partir, tu lui fais au moins un peu de perf en sous-cute, histoire qu'il en profite pendant son réveil et que ça le réhydrate un petit peu et tout. Après, c'est pareil, si tu lui fais son anest, là, tu lui fais sa créate, tu t'aperçois qu'elle est un peu élevée, vérifie bien, par exemple, tes paramètres de la volémie. Si tu t'aperçois que en fait, là, ça l'a mis vraiment en hypovolémie, ton animal, bah, dans ce cas-là, ça serait bénéfique de lui faire un bolus IV. Mais si l'examen clinique il est stable, que tu n'as pas de soucis et tout, par contre, ça peut être dans ce cas-là pertinent de lui proposer de faire un petit peu de perfusion, au moins sous-cutanée, avant de partir. Et de recommander un contrôle chez le véto. Ok, super. Merci beaucoup. De rien. Quelqu'un d'autre avait une question? Bon, ça n'a pas l'air. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir écouté. Et puis, donc, je vous renverrai un mail pour la prochaine conf qui sera sur les lactates. Merci. Bonne journée tout le monde. Très bonne journée à toi.